Et bonjour. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire de l'Europe des communes. Aujourd'hui, notre objectif, ça va être de parler des jumelages de villes avec deux structures de référence dans le domaine, la FCCRE, l'Association française du Conseil des communes et des régions d'Europe, avec Philippe Tarisson, et le CIDEM, le point de contact du programme CERV, Citoyens, Égalité, Droits et Valeurs, et ce sera avec Christine Mareteux. Tout d'abord, si vous ne nous connaissez pas, juste je vais vous faire une toute petite présentation de ce qu'est le pôle territorial, l'Europe des communes. C'est le service de la Commission européenne qui est dédié aux collectivités territoriales. Notre objectif, c'est de vous proposer des ressources pour mieux comprendre les changements législatifs, les financements qui sont possibles et tout ce qui concerne les thématiques européennes pertinentes pour votre territoire. On a plusieurs outils, hein, bien entendu, on a de nouvelles pages thématiques qui ont été mises en place avec notamment une page dédiée au réseau de ville qui pourra vous intéresser suite à ce webinaire, une newsletter dans laquelle vous retrouverez toutes nos informations et notamment nos webinaires. Le prochain sera par exemple sur les friches urbaines, il se déroulera le 17 juin. Voilà pour la petite présentation, on vous remettra des informations par la suite, mais aujourd'hui notre sujet, ce sont les jumelages. Les jumelages, c'est un thème qui partage une histoire importante avec la construction européenne, hein. Tous les deux, ils sont construits ou montés en puissance dans les années 50 avec des valeurs de paix, de rapprochement entre les peuples et les cultures. Et pour y concerner les pays de ce qui deviendra par la suite l'Union européenne, mais ils essayaient aussi de favoriser le lien avec les pays périphériques, les pays en accession ou les pays voisins. C'est une histoire qui est prise en compte depuis un certain moment. Dès 1985, on avait déjà le rapport Adonino qui a été transmis au Conseil européen et qui rappelle à quel point la citoyenneté entre les Européens passe par les jumelages. Quelques années plus tard, on a Jacques Delors qui justement rappelait dans un petit guide qui était proposé par la Commission européenne, Les communes et l'Europe, guide pratique des jumelages. Il rappelait que les jumelages offrent un cadre d'action privilégié, qui sont une manifestation de la volonté des populations et de leurs élus locaux de participer à la construction européenne et qui permettent d'ancrer les échanges entre villes partenaires en faisant vivre la diversité qui est la richesse de notre continent. C'était déjà en 1993. Les outils qui ont été mis en place, eh bien c'est assez tôt aussi, hein, puisqu'en 1988, on avait le rapport Fontaine qui a été remis au Parlement européen, qui a permis par la suite de se doter d'un premier outil pour financer les jumelages, outil qui a été intégré par la suite au sein du programme Europe pour les citoyens. Désolé de vous Aujourd'hui, interrompre, mais je crois qu'il y a, je suis sur ah, le chat là et je vois qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas le son. ah, eh ben, je vais mettre un petit message dans le chat pour les personnes qui ont des problèmes de son. Ça se règle en bas, mais j'imagine qu'ils ne m'entendent pas. Je vais continuer pour les personnes qui m'entendent et puis je vais remettre le message dès que je finis de parler. Donc très simplement, on va parler de ces sujets, hein. On va reparler des liens d'amitié, de la manière dont ces programmes ont évolué pour donner aujourd'hui des instruments complets, replacer le contexte du jumelage en Europe. Et donc, je vais tout d'abord laisser la parole eh bien, à Philippe pour nous parler de cette contextualisation. Ensuite, on abordera un petit peu les différentes stratégies, les outils qui peuvent permettre de lancer un jumelage. Et ensuite, plus précisément, le programme Citoyen, Égalité, Droits et Valeurs avec Christine. Philippe, je vous laisse la parole. Et pour les personnes qui entendent mal, je vais faire un petit message dans le chat. Bien, merci Tanguy et merci à la Commission européenne et sa représentation en France pour cette session sur les jumelages parce que nous, on travaille dans ce domaine-là. Donc, quand une institution comme la Commission européenne s'intéresse au jumelage, on est content d'être de la partie. Et puis, je suis aussi très heureux de retrouver Christine Mariteux du point d'information du programme Citoyen Égalité Droits et Valeurs. On travaille aussi souvent ensemble, notamment sur le volet jumelage. Donc, encore une fois, merci pour cette invitation et puis bravo pour cette initiative. Ce que je vous propose de faire, c'est déjà vous faire une petite présentation de la maison, mais très courte. Et puis, c'était l'idée de faire un petit peu comme sorte de warm-up, un petit peu de tour de chauffe, un petit peu les jumelages dans leur contexte un peu historique, et puis vous donner quelques chiffres.
D'abord, la FCCRE, donc Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, c'est une association de collectivités territoriales. Nous avons comme membres des communes, départements, régions, structures intercommunales. Et l'objet de notre association, nous sommes une association militante, pro-européenne. Nous avons dans nos statuts l'aspiration à une Europe à vocation fédérale. Et notre objet, c'est justement de développer l'esprit européen dans les collectivités territoriales, et notamment à travers les jumelages et les partenariats, et ceci depuis notre fondation en 1950. Notre association est une association à vocation pluraliste. On retrouve chez nous des élus des différentes formations politiques qui sont, on va dire, favorables au projet européen. Et notre président est Monsieur Philippe Laurent, qui est maire de Sceaux, dans la région parisienne, et qui a succédé à des présidents comme nous avons eu comme président notamment Alain Juppé, nous avons eu Michel Barnier, nous avons eu Louis Le Pinsec, et j'arrête là. Le premier était Édouard Herriot, maire de Lyon à l'époque. Alors, effectivement, pourquoi les jumelages? Parce qu'à l'époque de la création de la FCCRE, donc le contexte était voilà l'idée de militants européens, de responsables politiques locaux qui étaient des militants européens, qui disaient que en fait, en gros, l'Europe c'était pas uniquement une affaire de diplomates, mais c'était aussi l'affaire de porteurs de la démocratie au niveau local, investi d'une puissance publique, disant que l'Europe, voilà, ça pouvait se faire à partir du terrain. Il y avait deux mots d'ordre. Il y avait l'autonomie locale, c'est-à-dire se regrouper ensemble entre différents pays, parler de nos questions d'administration locale et faire pression ensemble pour avoir plus d'autonomie locale. Et puis le deuxième volet qui était l'aspect plutôt militant et de dire si on veut faire l'Europe, autant se rencontrer. Et on a des unités qui s'appellent des collectivités locales, des communes, et à partir de ces unités-là, on peut échanger. Donc, c'est comme ça que donc le mouvement des jumelages a été lancé. On fait partie, on n'est pas les seuls, mais on fait partie on est un peu la première organisation en France qui était présente dans un réseau européen à avoir lancé un peu l'idée, ou en tout cas popularisé l'idée. Et donc on voit que les jumelages, disons que ça a pris son essor à partir où le concept a commencé à se développer juste après la guerre. Essentiellement entre collectivités de pays fondateurs de l'Union, des 6 pays fondateurs, avec les tout premiers jumelages avec Orléans et Dundee, et puis Villette-sur-Mer, Greenock et Bordeaux-Bristol. C'est les 3 premiers avec le Royaume-Uni, alors que le Royaume-Uni n'était pas, effectivement, c'était l'exception, ce n'était pas pays fondateur, mais après, on a vu que notamment ça s'est développé les tout premiers avec notamment l'Italie, avec la Belgique, et les premiers jumelages franco-allemands, donc qui constituent une étape importante. Là, c'est un tout petit peu plus tard, à partir des années 50, avec le premier jumelage franco-allemand entre Sarrebourg et Sarrebourg, et puis entre Meudon et Tselle, donc en 1952-1953. On cite souvent Montbéliard et Ludwigsburg, mais Montbéliard et Ludwigsburg ont été les 2 premières à être partenaires, mais elles ont formalisé le jumelage 10 ans après, au début des années 60. Importante étape dans le développement des jumelages, 1963, le traité franco-allemand de l'Élysée, avec la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et surtout la création, non pas simplement d'un cadre institutionnel, mais surtout d'un cadre politique, avec 2 hommes forts, avec Adenauer et De Gaulle, qui ont imprimé leur marque et qui ont souhaité, à travers ce traité, encourager toutes les pans de la société en France et en Allemagne à travailler. C'est comme ça qu'on a vu beaucoup les universités, les établissements scolaires, les partis politiques, les associations, etc. Et bien sûr, les collectivités locales s'engager d'abord dans le rapprochement franco-allemand et puis dans la réconciliation, avec ce formidable outil qui a été l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a fortement contribué. Étape suivante, les années 70, avec ce qu'on appelle le développement des jumelages coopération. On appelait ça à l'époque alors j'ai un peu ce vocabulaire parce que quand j'ai commencé ma carrière, on avait encore ce vocabulaire-là qui existait.
Donc les jumelages coopération, c'était plutôt attribué, enfin, ou plutôt ça s'appliquait plutôt avec les pays, ce qu'on appelait à l'époque les pays du tiers-monde. Euh, vous savez, il y avait ces grandes campagnes à l'époque, dans les années 70, pour ceux qui étaient là, qui s'en souviennent, avec notamment les guerres civiles, les grandes famines dans les pays d'Afrique, et notamment pour nous, du côté français, les pays autrefois sous l'administration française. Donc on a eu pas mal cette vague disons, la dimension nord-sud des coopérations entre villes. Et puis ensuite, ça a continué à se développer, notamment au fur et à mesure que des pays rentraient dans l'Union européenne. C'était pas encore l'Union européenne, mais la communauté économique européenne. Au fur et à mesure que ces pays rentraient, ben, on voyait tout de suite que les jumelages se développaient. Avant 1986, à l'époque de Franco, il y avait une quinzaine de jumelages franco-espagnols. Aujourd'hui, il y en a 500. Avant la chute du régime enfin, avant la révolution des œillets au Portugal, il y avait très très peu de jumelages franco-portugais. Maintenant, il y en a 150. Et puis donc voilà, chaque fois qu'un pays rentrait dans la famille européenne, il y avait toujours l'idée de développer des liens entre collectivités locales. Et ça s'est particulièrement aussi vérifié avec la chute du mur et la chute du rideau de fer à partir des années 90, où, par exemple, on a eu pas mal de liens qui se sont développés. Alors, pas avec tous les pays, pas avec tous les nouveaux pays libérés, enfin, mais pas avec toutes les nouvelles démocraties, mais particulièrement en France, avec la Pologne. Pareil, il y a eu très très peu de jumelage franco-polonais, et on en a aujourd'hui 250. Et la Roumanie, avec à peu près 200 partenariats. À noter, on a eu un petit frémissement de nouveaux jumelages franco-allemands avec l'Allemagne orientale, mais qui s'est pas non plus, il s'est pas poursuivi. C'est-à-dire qu'on a eu à peu près une centaine de nouveaux jumelages avec l'Allemagne orientale. Et aujourd'hui, je dirais que les jumelages franco-allemands, en tout cas les jumelages de communes françaises avec des communes d'Allemagne orientale, constituent à peu près un tout petit peu plus de 10% des jumelages franco-allemands. Donc il y a encore du travail à faire. En tout cas, le potentiel, il est plutôt en Allemagne orientale. À savoir quand même que je vous ai dit que ça a commencé dans les années 45, 45-50. Et jusque-là, on aurait pu dire que les collectivités n'avaient pas le droit d'engager ces contacts. En tout cas, juridiquement, elles ne l'avaient pas. Il n'y avait pas de cadre juridique. Les collectivités locales n'étaient pas censées engager des relations internationales, puisque c'était le domaine réservé de l'État. Il n'y avait pas de compétences en relations internationales pour les collectivités locales. Donc on a un peu évolué comme ça, dans une espèce de flou juridique. D'ailleurs, y compris notamment en particulier pour les jumelages franco-allemands, puisque qui se serait opposé à un jumelage franco-allemand alors que, par exemple, on avait un traité de coopération avec un outil créé par l'Office constitué par l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui incitait aux échanges. Mais bon, voilà, donc c'était un peu regardé, du point de vue des institutions et de l'État, c'était un peu regardé un petit peu de manière un peu condescendante en disant oui, bon, d'accord, mais tant que ça reste gentil, ben on peut le tolérer. Donc on était dans le cadre d'une tolérance. Et ensuite, à partir d'un certain moment, vous verrez, à partir des années 90, il a fallu quand même légiférer. Et ça, c'est le deuxième point, donc la deuxième grande étape dans l'évolution de ce qu'on appelle aujourd'hui les relations extérieures des collectivités territoriales. C'est-à-dire que d'une période où on a plutôt été dans une espèce de flou juridique où les coopérations sous forme de jumelage étaient tolérées par la puissance publique, à un moment, je dirais que le contexte a beaucoup évolué, par exemple avec des programmes européens, notamment pour la coopération transfrontalière ou pour la coopération territoriale, qui ont été créés par la Commission européenne, enfin, qui ont été votés par le Parlement et créés par la Commission européenne et qui encourageaient les collectivités territoriales européennes à travailler ensemble, à développer des partenariats. On a eu aussi une forte tendance à développer des partenariats à vocation fonctionnelle, c'est-à-dire en gros
essayer de travailler sur des sujets d'administration locale entre différentes collectivités locales européennes. Et puis l'incitation à la mobilité des jeunes avec des programmes autour de la jeunesse, de l'éducation, l'aide au jumelage. Et donc, comme en plus l'État français a commencé à comprendre que l'action extérieure des collectivités territoriales était importante dans le cadre de la diplomatie traditionnelle et que cette action pouvait contribuer au rayonnement de la France, à la francophonie, à l'aide au développement aussi. Euh, les, 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 bases juridiques ont été créées à partir de 1992 avec ce qu'on appelle la loi sur la coopération décentralisée. Alors faussement attribuée à la coopération Nord-Sud pendant très longtemps, mais cette loi sur la coopération décentralisée, en fait, instituer le cadre juridique pour que des collectivités locales puissent officiellement, juridiquement, être présentes sur la scène internationale. Et donc, à partir de ce moment-là, elles ont eu droit à engager des relations avec des autorités locales étrangères. Elles ont pu désigner des délégués, des élus, délégués au jumelage, des relations internationales. Elles ont pu affecter du personnel à l'animation des relations, c'est-à-dire payer du personnel municipal. C'est pour ça qu'avant, comme c'était un peu flou, on est beaucoup passé par les comités de jumelage, les associations de jumelage, qui étaient, disons, des associations très partenaires, très fortement liées aux villes. Et puis, donc, depuis 92, on peut officiellement, pour une collectivité, consacrer des fonds publics aux relations internationales. Mais à l'époque, en 92, il y avait une petite limitation, c'était qu'on ne pouvait engager des relations, enfin, on ne pouvait utiliser des moyens publics qu'avec des collectivités locales avec lesquelles on avait des partenariats ou des jumelages officiels, c'est-à-dire des accords signés officiellement et ratifiés par les conseils municipaux notamment. Et puis plus tard, les conseils départementaux et régionaux. On a continué à évoluer parce que le contexte juridique, le contexte politique aussi a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il y avait besoin aussi, au fur et à mesure, de redimensionner un petit peu l'espace juridique. Et on est passé en 2014, donc de 90 à 2014, de 14 ans après, on est passé à ce qu'on appelle la loi sur l'action extérieure des collectivités territoriales. C'est le cadre juridique actuel, où donc l'action extérieure des collectivités territoriales est reconnue comme utile à la diplomatie de la France. Elle comprend la coopération avec des partenaires, ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on a élargi. Il est possible aussi pour des collectivités territoriales de travailler à des actions de promotion, de rayonnement, d'attractivité, c'est-à-dire des actions sans partenaire. Et aussi, les collectivités locales peuvent agir soit directement parce qu'elles ont des partenaires, villes jumelles, villes amies, soit parce qu'elles ont des partenaires de circonstances, dans le cadre de programmes européens, de manière ponctuelle, par exemple. Mais aussi, les collectivités locales peuvent soutenir des associations, des structures, des réseaux au niveau municipal, départemental, régional. Voilà. Donc, on n'a plus une action extérieure des collectivités territoriales limitée aux partenaires, mais assez large, sachant que l'essentiel de l'action extérieure des collectivités territoriales des collectivités françaises se fait dans le cadre de partenariats, soit non limités dans le temps, tel qu'on connaît les jumelages, soit de circonstances dans le cadre de programmes. Voilà. Alors, les chiffres. Les collectivités françaises, les communes françaises sont très très actives sur le plan européen. On fait partie, avec l'Allemagne, on fait partie des 2 pays les plus actifs au niveau européen, avec à peu près 4350 communes françaises jumelées, on va dire jumelées, c'est-à-dire où il y a un accord qui a été signé avec 6400 partenaires en Europe, et auquel il faut rajouter les pays tiers, notamment les pays hors Europe et en voie de développement. Donc c'est très actif. En première position dans le trio de tête arrive bien sûr l'Allemagne avec à peu près 2400 communes françaises jumelées avec l'Allemagne.
Et puis derrière, le groupe pratiquement ex aequo du Royaume-Uni et de l'Italie, avec à peu près 1000 jumelages chacun. Et sachant que là, on va dire qu'on a d'abord, ensuite si on regarde, on a d'abord des partenariats, et ça c'est normal, avec les pays avec lesquels on a des affinités, soit parce qu'ils sont proches, soit parce qu'il y a des affinités culturelles, soit parce qu'il y a des affinités linguistiques ou historiques. Et donc, ensuite, plus on s'éloigne et moins on a d'affinités, moins on a d'un temps crochu, ben, moins il y a de partenariats. Donc, ce qui explique pourquoi en Scandinavie, dans les États baltes, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Euh, au niveau du rythme, on peut dire que dans ces dernières années, ça s'est un petit peu ralenti parce que ben, on a réussi quand même un phénomène de saturation, mais ça n'a pas ralenti tant que ça parce que quand on regarde dans les 5 dernières années, on a, nous, répertorié 137 nouveaux jumelages entre collectivités françaises et européennes. Donc avec toujours dans le groupe de tête à peu près les mêmes pays, hein, avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. L'Italie, parce qu'il y a encore pas mal de petites communes en Italie, donc ça fonctionne toujours. Et puis on voit l'Ukraine, bien sûr, avec 25 nouveaux partenariats qui ont été créés, notamment depuis l'invasion russe en 2022. Donc on voit que le principe du jumelage, c'est-à-dire aider d'un territoire à un territoire, exprimer sa solidarité, bah, ça a fonctionné avec l'Ukraine, sachant que c'est quand même assez compliqué, puisque, bon, en faisant une toute petite parenthèse avec l'Ukraine, c'est vrai que la coopération entre collectivités territoriales, en général, ça se fait quand tout va bien. Et c'est un peu compliqué, effectivement, quand tout va mal, et encore compliqué en plus compliqué en temps de guerre. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les liens qui ont été établis entre collectivités françaises, entre villes françaises et des collectivités ukrainiennes depuis ces 3 dernières années, euh, sont toujours actifs, même si on est toujours dans une situation de un petit peu, on n'est pas dans le cadre d'échanges réciproques, mais on essaye, on reste en contact. We keep in touch, we stay in touch. Comme je disais, l'idée c'est voilà, on attend, on essaie de rester en contact jusqu'à ce qu'on puisse ensuite échanger à nouveau de manière standard. Le mouvement des jumelages et des partenariats, ben, il est étendu un peu partout en France. Bon, je mets la Corse un peu à part parce que c'est une petite région et un peu excentrée et c'est une île, mais il y en a quand même quelques-uns. Et on voit que il y a des pratiquement aucun lieu en France n'est épargné ou n'est oublié. On peut se dire effectivement qu'il y a pas mal d'endroits où s'il n'y avait pas de jumelage, je ne pense pas que ce soit des endroits qui seraient fréquentés par des invités d'autres pays. Ben là, on trouve que partout en France, ben, il y a des gens qui viennent assez régulièrement. Alors, en fonction de l'activité, savoir si ces liens sont plus ou moins actifs, mais en général, il y en a beaucoup qui restent actifs, notamment les jumelages franco-allemands qui restent très, très actifs. Mais en tout cas, voilà, on a une répartition assez large, avec le Grand Ouest hein, qui est quand même très, très actif. Quand on regarde Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, c'est très très actif. Et puis, bon, après, les régions qui sont peut-être un petit peu plus enclavées ont eu moins de possibilités, ou des régions où il y a moins de collectivités, moins de communes. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et si on regarde au niveau de la taille des communes, donc on voit que presque 2 tiers des collectivités françaises qui ont des jumelages ou des partenariats sont des communes de moins de 5000 habitants. C'est vraiment de petites communes. Ensuite, on a 20% qui ont entre 5 et 10 000 habitants. Et 20% à peu près, oui, 19% qui ont plus de 10 000 habitants. À savoir que pratiquement toutes les communes, toutes les villes de plus de 10 000 habitants ont au moins une partenaire en Europe. Pratiquement toutes. Donc, ce qui donne un petit peu, bah, voilà, effectivement, on commence à voir un petit peu quelles sont les activités qui peuvent être, ou les difficultés ou les facilités qui s'expriment ici ou là. Et plutôt que de dire que souvent on se demande, mais dans les jumelages, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, à quoi ça sert, etc. Donc plutôt de dire qu'on fait plutôt des échanges de jeunes, ou plutôt des échanges culturels, etc.
Moi, j'ai identifié à peu près 4 volets sur lesquels les communes sont actives. Euh, alors, ils n'ont pas forcément, je les ai pas, c'est pas un classement d'importance, mais euh, je dirais que c'est à peu près déjà un peu les objectifs des collectivités, puis après les réalités des activités. Si on prend un panel, on va s'apercevoir que les collectivités souhaitent d'abord la coopération municipale, territoriale, c'est-à-dire ben, ça c'est un peu le cœur. On se parle de choses entre élus, on se parle entre élus et professionnels, on se parle de, on se raconte des histoires d'élus et de professionnels, donc on échange entre élus et des différentes collectivités. Alors que ce soit dans le cadre des jumelages ou dans le cadre de partenariats ponctuels, on échange sur comment on gère nos collectivités, quelles sont nos difficultés, quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, etc. Je te montre ce que j'ai fait, tu me montres ce que tu as fait, etc. Euh, Ensuite, on a le contexte éducatif. Alors, le contexte éducatif formel et informel. Quand je dis formel, bah, c'est l'éducation, l'école et la formation professionnelle. Mais ça, effectivement, c'est plutôt, c'est-à-dire que dans ces cas-là, les villes essayent de donner un cadre avec leurs partenariats et encouragent les établissements scolaires et de formation à travailler avec des établissements similaires dans la ville partenaire. Ça marche plutôt pas mal. Pas toujours, mais ça marche plutôt pas mal. Et puis, il y a le volet aussi éducation populaire, animation et loisirs jeunesse. Et là, on verra, enfin, on aura c'est un petit peu notamment l'outil qui va bien, c'est Erasmus Plus sur ce plan-là. Mais en tout cas, en matière de jeunesse, il y a ces deux volets. Euh, sur lesquels, je dirais l'éducation formelle, la collectivité est plutôt en soutien. Et sur l'éducation populaire et l'animation et les loisirs jeunesse, là, c'est dans le cadre de la compétence jeunesse de la collectivité. Il y a le temps libre, culture, sport, loisirs, événements, divertissement, tourisme, il y a tout ça. Et puis, je dirais aussi qu'il y a l'engagement militant, c'est-à-dire que quelquefois, le jumelage, soit c'est pour une cause, c'est-à-dire bah, l'exemple type, l'Ukraine, voilà, on veut manifester sa solidarité, donc on cherche une ville partenaire et on dit on est avec vous. Et puis d'autres thématiques telles la citoyenneté, l'Europe, l'éducation à la paix, la solidarité internationale, etc., etc. Et alors, forcément, en fonction de leur profil, de l'ancienneté, de leurs partenaires, ben, il y a des collectivités qui sont plus à l'aise sur tel ou tel volet. Il y en a qui vont plus parier sur la coopération municipale, d'autres qui vont plus travailler sur le temps libre, l'événementiel, etc., etc. Donc, moi, je ne parle pas de jugement, c'est qu'on s'aperçoit que voilà, ben, chacun trouve dans des partenariats, des coopérations, un petit peu son bonheur, et finalement travaille, fonctionne en fonction dans sa zone de confort ou de la partie où elle est la plus à l'aise, la partie où elle va trouver de l'intérêt local, etc. Voilà. Et pour tous ces supports, enfin pour tous ces volets, je dirais que pour tous ces volets, on a pratiquement, si on les prend individuellement, on a pratiquement un terrain de jeu. Quand je dis un terrain de jeu, c'est un programme, un support, un soutien sur lequel de temps en temps on peut essayer d'aller pour se faire soutenir, pour monter un projet. Voilà pour ma première partie. Panorama très complet et très très intéressant du contexte des jumelages en France. Merci beaucoup aussi aux personnes qui ont déjà commencé à poser leurs questions dans le chat. On les note bien et justement peut-être avant de passer à l'outil au cœur de la présentation d'aujourd'hui, le programme CERV, on a pas mal de questions qui sont liées au financement disponible et ça peut être la question qu'on vous pose à vous, mais aussi à Christine Mareteux sur ben, les outils qui peuvent être disponibles, quelles sont les stratégies qui peuvent permettre de mener, d'animer ces jumelages. Est-ce que vous avez des recommandations? Vous avez déjà évoqué plusieurs des outils. Est-ce qu'on peut en avoir un petit panorama avant de passer sur le CERV? Je commence à répondre là-dessus. Si ça vous convient, ce sera parfait. D'accord. Alors, les stratégies, d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que, et ça, j'ai toujours dit ça dans ma carrière, c'est que si les collectivités territoriales ont officiellement le droit et la compétence en matière de relations internationales, ce n'est pas obligé. C'est-à-dire que soit les collectivités locales ont le choix d'engager des partenariats
avec n'importe quel pays, à partir du moment où c'est un pays qui est reconnu par l'État français, ont le choix de commencer, d'engager un jumelage, ont le choix de l'arrêter. Et donc, si vous voulez, on n'est pas dans le cadre d'une politique locale qui va être systématiquement appuyée par, un dispositif ou des subventions, etc. En gros, la stratégie, moi je dirais, c'est d'abord, qu'il faut que ça corresponde à un intérêt local. Et puis, donc, il y ait des gens qui soient intéressés pour le faire. Je parlais tout à l'heure des écoles, des jeunes, des associations, des gens qui veulent faire ça sur leur temps libre ou dans le cadre de leur profession avec des fonctionnaires territoriaux. Et après, on regarde, effectivement, en fonction de ce qu'on sait faire, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a envie de faire, on regarde un petit peu qu'est-ce qui est à notre disposition. Alors, c'est vrai que le premier, c'est l'OFAGE. C'est eux qui ont tout inventé. Et ensuite, est arrivé l'aide communautaire au jumelage, vous l'avez cité, avec Nicole Fontaine, et puis qui a été ensuite développée et qui se retrouve maintenant dans le programme Citoyen, Égalité et Droits et Valeurs. Il y a le programme Erasmus+, etc. Mais en gros, l'idée, c'est plutôt de dire, si moi j'ai une idée, que j'ai envie de faire quelque chose, que j'ai un public, que j'ai un projet, je vais regarder où est-ce que je peux essayer de le faire soutenir. C'est un peu ça, je dirais, c'est que tout ne rentrera pas dans le cadre d'un dispositif de soutien ou d'aide, mais en tout cas, si je souhaite m'engager finalement dans une piste ou une autre, je peux essayer en tout cas de tenter ma chance dans le cadre d'un dispositif. Alors, je ne vais pas revenir sur l'OFAGE, hein, c'est connu. Il y a, en tout cas, l'OFAGE fait plein de choses. Dernièrement, avec le dernier, le renouvellement du traité de coopération d'Aix-la-Chapelle, il y a un nouveau fonds qui a été créé qui s'appelle le Fonds citoyen franco-allemand, donc qui va, lui, être un peu le pendant intergénérationnel. C'est un peu comme l'OFAGE, mais c'est plutôt pour les adultes. Et ensuite, on a, voilà, si on est militant européen dans l'âme et qu'on souhaite parler d'Europe avec nos partenaires de démocratie, de droit, etc., on a le programme Citoyen, Égalité, Droits et Valeurs qui est un excellent terrain de jeu pour ça. Et puis, on a même quelquefois des dispositifs. Il y a des régions, des départements qui ont créé des petits fonds, etc. Voilà. Donc, à peu près pour cette partie-là. Et nous, notre travail, la FCCRE, c'est en fonction de ce que nos membres ont envie de faire. Ils nous sollicitent souvent en nous disant, tiens, j'ai un projet, où est-ce que je pourrais essayer de le présenter. Donc, voilà. On a une de nos activités, c'est un peu de tirer le petit bout de fil qui dépasse et en guidant nos membres vers des dispositifs qui existent, notamment vers le programme Citoyen, Égalité, Droits et Valeurs. Voilà, ce qui me laisse l'occasion de faire la transition avec Christine. Parfaitement. Christine, on ne vous entend pas. Désolée, j'avais oublié de rétablir le son. Oui, merci Philippe, je vais rebondir et compléter un peu ce que disait Philippe. Moi, sur la stratégie, je vous dirais, je vois de manière très pragmatique deux pistes. S'entourer des bonnes personnes et du bon accompagnant ou des bons accompagnants et viser le bon financement pour pouvoir faire vivre son jumelage le plus longtemps possible parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un essoufflement qui est lié à un peu un désengagement parfois du bénévolat et puis aussi un essoufflement parce que c'est souvent les mêmes personnes qui portent et au bout d'un moment, si en plus on doit déposer des demandes de financement du type du CERV, il est probable que ça peut être compliqué. Donc, pour ça, effectivement, il suffit entre guillemets, d'avoir la bonne stratégie. Alors, je vous disais, le premier point, c'est le bon accompagnant. Ça, c'est important. Vous avez des structures comme, effectivement, la FCCRE qui peut vous accompagner,
vous aider, déjà vous diriger sur les bons acteurs, voire vous accompagner sur le montage de projets. Vous avez aussi les maisons de l'Europe, les Europes directes qui peuvent vous aider dans le montage de vos projets pour réfléchir. Et ça, c'est important parce que ça fait partie des points essentiels dans un financement européen. C'est ne pas s'essouffler avant d'avoir terminé. Et pour ça, il faut, avoir prévu un temps suffisamment long. Si on peut s'y prendre un an à l'avance, c'est bien, justement pour viser le bon accompagnant, celui qui peut être disponible. Alors peut-être que, par exemple, vous aurez la FCCE qui va vous accompagner sur certaines choses. Nous, on fait de la relecture des dossiers, par exemple, à la fin. On peut être complémentaire. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à aller vers des structures qui peuvent vous aider. Évidemment, vous aider des outils qui sont soit sur l'Europe des communes, justement, ou sur nos sites respectifs. Nous, on a sur le site du CERV, du point de contact national sur cervfr.org, vous avez un grand nombre d'outils, de tutoriels qui vous permettent de vous aider à vous orienter. Donc, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement qu'il ne faut pas négliger pour bien identifier les aides dont vous pouvez bénéficier. Et le deuxième point, c'est viser le bon financement. Philippe a déjà évoqué quelques financements, l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse et le Fonds citoyen qui sont plus sur le franco-allemand, qui sont soit pour des publics jeunes pour l'OFAGE, soit sur des publics intergénérationnels. Et puis, si vous êtes sur hors franco-allemand, eh bien, alors le CERV finance aussi le franco-allemand, mais on va dire qu'il n'est pas destiné uniquement sur ça. Même si, en fait, sur le nombre de jumelages déposés, finalement, il y en a un certain nombre qui sont financés. Sur du franco-allemand par le CERV. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, si vous êtes sur un tout petit projet et avec un besoin de financement faible, c'est vrai que le Fonds citoyen, il est quand même assez adapté parce que c'est un dossier plus facile qui se fait au fil de l'eau, moins longtemps à l'avance. Et si vous êtes sur du franco-allemand, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au niveau du CERV, on a vu un recul très net du nombre de dépôts de projets parce que le Fonds citoyen effectivement offre plus de simplicité. Maintenant, le CERV permet d'avoir des financements plus importants avec surtout des financements hors franco-allemand. Et parfois, je dis aussi aux collectivités qui viennent vers moi, c'est bien d'aller sur des financements plus simples, mais à un moment, il va falloir quand même penser aussi à vous outiller pour aussi, pourquoi pas, aller sur du CERV parce que vous allez avoir plus de possibilités pour financer des financements différents et hors franco-allemand. Donc ça, c'est vraiment important aussi parce que c'est le seul outil qui va vous permettre de financer ça. Donc, vous avez également du Erasmus. Là, on l'a vu sur la présentation qu'a fait Philippe. Si vous êtes sur du domaine de l'éducation, moi, je vous conseille parfois d'aller, et que vous n'avez que des jeunes, pourquoi pas aller sur du Erasmus, sur l'échange de jeunes. Vous aurez plus de chances que si vous allez sur un CERV où il faut de l'intergénérationnel. Donc tout ça, c'est pour ça que c'est important d'être accompagné aussi des bonnes personnes. Voilà pour le cadre global. Je vois qu'il y a un peu dans le chat aussi des personnes qui sont en responsabilité sur Erasmus qui interviennent. Peut-être que je laisserai aux organisateurs le petit point que vous souhaitez faire. Pour ma part, voilà, sur la stratégie, on pourra en parler longuement, je pense, Philippe et moi, et on aura l'occasion de refaire aussi un webinaire sur le CERV, notamment sur la partie financière. Où j'inviterai aussi les différents interlocuteurs. Vous pouvez également vous rapprocher, pour identifier les financements sur les financements du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a notamment en matière sur les jumelages avec l'Ukraine. Il y a aussi, alors j'ai vu qu'il y avait rapidement dans le chat, j'ai vu passer aussi des demandes hors Europe. Alors ici, on n'est pas là pour ça parce que le CERV, c'est uniquement sur l'Union européenne et quelques pays comme la Bosnie ou bien le Kosovo, la Serbie qui peuvent être concernés pour bénéficier du programme CERV. Sinon, on est uniquement dans un cadre européen.
c'est-à-dire uniquement les pays de l'Union européenne. Et sinon, par contre, vous pouvez vous renseigner toujours sur le MEAE qui dispose de dispositifs intéressants en matière de financement de jumelage hors Europe également. Voilà pour le petit point rapide sur la réponse sur les stratégies justement pour animer un jumelage, mais on pourrait vraiment, et je vous invite à aller regarder, notamment il y a des petits guides. Il y en a un sur la Maison de l'Europe de Toulouse, notamment sur le guide des bonnes pratiques de jumelage. Je ne sais pas si vous en avez un, Philippe, aussi, il me semble que vous avez ça aussi, hein. Donc, tout ça, c'est utile. Ça mérite de prendre un petit peu de temps et de bien préparer. Voilà, je vais peut-être enchaîner. Je ne sais pas, Tanguy, si je On ne laisse pourra pas être exhaustif aujourd'hui, donc je pense autant aborder de manière très concrète et plus précise le programme CERV, bien entendu, et pour les personnes qui posent la question, dans le chat, vous trouverez le lien vers notre site. On mettra tous les liens pertinents vers les structures impliquées sur ce webinaire pour que vous puissiez aller un peu plus loin. Il y aura la fac et les différents outils. Et je vois que vous avez justement le site cerv.fr qui vient d'être mis. Mais je ne vous prends pas plus de temps pour qu'on puisse répondre encore à quelques questions à la fin. Et je vous laisse aborder le programme. Oui, donc le programme, il existe depuis 2021. Donc, c'est un bébé dans les programmes de financement européen, alors qui faisait suite quand même, notamment sur le jumelage de villes, qui est un peu la raison d'être de l'ancien programme L'Europe pour les citoyens. Pour ceux d'entre vous qui le connaissez, je sais que vous êtes en train de me dire derrière votre écran qu'il était plus simple. On a rencontré la commission il y a exactement une semaine qui nous a promis juré, bon après je vous garantis rien, qu'en fait il y aurait une simplification sur le dossier destiné au jumelage de villes à partir de 2027, donc sur la nouvelle programmation 2027-2034. Donc voilà, ça reste malgré tout le plus simple de tous les financements européens. Donc bon, je sais que pour autant ça reste un financement européen, mais c'est vrai qu'en termes, en tout cas financiers, il n'y a pas de risque. C'est ça vraiment le point qu'il faut quand même retenir. Il n'y a pas non plus de ligne budgétaire dédiée. Et ça, c'est très important parce que c'est en fonction du nombre de personnes que vous accueillez, donc de vos partenaires, que va se déclencher le financement. Et donc, ça veut dire que vous faites ce que vous allez faire avec ce financement ne nous concerne pas directement sur les lignes budgétaires. Ce qui nous importe, c'est que vous réalisiez vos actions et que vous réalisiez les livrables que vous aviez prévus. Ça, c'est ce qui est important. Et à la fin, on ne vous demande pas de facture, on ne vous demande pas de preuves, on vous demande juste les preuves de vos actions. Donc, ça veut dire des listes d'émargement, des photos, des articles de presse, des posts que vous avez pu faire sur les réseaux sociaux, les newsletters, etc. Donc, tout ce qui prouve que vous avez réalisé vos actions. Donc, c'est quand même un gros soulagement pour ne pas citer certains financements, ou si vous avez une ligne budgétaire sur les transports et que vous avez moins de transports, eh bien, dommage, vous ne pouvez pas le transférer. Là, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous pouvez réellement, en fonction de vos opportunités, vous pouvez réellement utiliser les lignes budgétaires comme vous le souhaitez. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur les objectifs généraux du programme. Donc, c'est un programme autour de la citoyenneté qui regroupe donc toutes les valeurs de la citoyenneté européenne. Et un des points importants, c'est cette fameuse création de réseau. Et c'est là où, justement, on rejoint tous les réseaux comme la FCCRE parce que faire un projet CERV, c'est aussi, en termes d'animation du territoire, ça a toujours un impact. C'est-à-dire que quand vous avez réalisé un projet, eh bien, vous allez travailler avec différentes structures locales et vous allez créer du lien et vous allez créer des dynamiques. Donc, ce n'est pas seulement j'obtiens 8 000 ou j'obtiens 50 000, mais c'est aussi je crée des liens. Et là, je le dis en particulier, par exemple, pour les comités de jumelage. Eh bien, souvent, moi, j'ai des comités qui me disent « Ah oui, la ville ne veut plus nous donner d'argent parce que les budgets, etc. » C'est vrai, en même temps, c'est un peu différent. Si vous allez on parlait de stratégie tout à l'heure, si vous allez dans une dynamique, vous allez voir la ville en leur disant « j'ai un projet européen à partager ».
que je pourrais partager avec des établissements scolaires, avec la médiathèque, avec des clubs de sport, avec plein de structures locales et avec la ville, parce que c'est évidemment l'objectif, et de pouvoir créer un projet, c'est autre chose que juste aller voir la ville pour dire est-ce que vous auriez 4 000 ou 5 000 euros pour faire vivre mon jumelage. Et ça crée forcément autre chose dans le projet. Donc, la promotion de ces réseaux est un point très important dans le CERV. On peut peut-être passer sur les différents volets. Alors là, je vais vraiment passer en 2 minutes parce qu'on n'est pas là pour ça, on est bien là pour les jumelages. Juste pour vous resituer, le jumelage de ville, ça fait partie du volet qu'on a appelé le volet 3, engagement et participation des citoyens, dans lequel il n'y a pas que le jumelage de ville, il y a aussi du réseau de ville. C'est un peu la coopération entre des villes et c'est aussi quelque chose qui peut vous intéresser très fortement. Mais on aura, enfin voilà, on a déjà, il est passé, donc le prochain appel à projet sera plutôt au mois de novembre maintenant. Donc vous avez aussi les valeurs de l'Union qui concernent plutôt des structures, des grosses structures de la société civile qui ont une vocation trans-européenne. Ensuite, vous avez les volets 2 et 4 qui sont autour de la lutte contre les discriminations, tout ce qui est parité homme-femme, tout ce qui est droit des enfants. Alors maintenant, le droit des enfants est passé dans le volet 3 d'ailleurs. Tout ce qui est aussi lutte contre les discriminations en fonction du handicap aussi, hein, ça peut concerner le handicap. Et enfin, le volet Daphné qui concerne les violences, tout ce qui est les dispositifs qui vont lutter sur les violences faites aux femmes et aux enfants et aux groupes dits à risque. Voilà, pour venir donc directement sur notre sujet, à savoir le jumelage de ville, on est sur un jumelage. Alors souvent, on me dit, oui, non, mais alors nous, ça va être très compliqué. En fait, un jumelage de ville sur le CERV, c'est un jumelage de ville normal, c'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de voir. La seule chose, c'est qu'on va vous demander, à l'intérieur de ce jumelage de ville, d'intégrer une thématique. Alors, dans le tableau qu'a montré Philippe tout à l'heure, il y avait un point sur justement l'engagement, ce qu'il appelait l'engagement militant, qui concernait justement la solidarité, etc. Donc, il y a un point très important sur le jumelage de ville qui est de favoriser les thématiques qui sont en porosité des autres volets du programme. Et c'est pour ça que, vous voyez, je vous ai montré qu'il y a, on parle de la lutte contre les discriminations, on parle de tout ce qui est violence faite aux femmes, aux enfants. Donc, vous pouvez parfaitement avoir des jumelages de villes dans lesquels vous allez intégrer cette thématique. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas à la fin de créer un livre blanc en 4 tomes pour expliquer le point de vue d'experts. Ce qu'on vous demande, c'est de réunir des citoyens qui vont pouvoir, à travers cette expérience d'échange, de pouvoir aborder des thèmes qui sont des thèmes communs aux pays européens. Et on parlait de solidarité, on parlait par exemple des actions vis-à-vis de l'Ukraine. J'étais il y a quelque temps à Toulouse où on était avec notamment la ville de Toulouse qui a beaucoup d'échanges et qui est très active sur les échanges avec l'Ukraine. Par exemple, voilà, ça peut être de soutenir voilà, ce type de thématique. Donc, vous avez des thématiques multiples et variées, la solidarité, vous avez tout ce qui est participation aussi au processus démocratique, comment les nouveaux pays qui font partie de l'Union européenne ont intégré les contraintes aussi qui les ont amenés à rentrer dans l'Union européenne en termes d'évolution dans leur process démocratique. Tout ce qui concerne, vous le voyez, les violences domestiques, les violences à l'égard des enfants, les droits des enfants, et évidemment la participation démocratique. Donc, c'est aussi bien autour des élections que sur d'autres thématiques. Les activités, vous le voyez, c'est des activités qui n'ont rien d'exceptionnel par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, sauf peut-être à intégrer justement des ateliers, des séminaires qui vont pouvoir… Alors, quand on parle de séminaires, encore une fois, il ne s'agit pas de faire
des séminaires avec des grands spécialistes. Je vous rappelle que vous avez dans les Team Europe qui sont mis en place notamment par la Commission européenne et la représentation, et pour ça, vous pouvez faire appel à l'Europe des communes. Vous avez des personnes qui peuvent se déplacer et puis vous aider aussi à développer en même temps que les structures que j'ai citées précédemment, des activités de formation, des activités de sensibilisation. Vous pouvez emprunter des expos, vous pouvez... Parfois, c'est extrêmement simple, hein, c'est vraiment discuter autour d'une exposition, voilà, sur des accueils de migrants ou ça peut être quelque chose de très simple, mais qui permettent aux citoyens qui vont être réunis de pouvoir discuter et pouvoir aussi faire remonter au niveau de la commission les avis des citoyens. On peut passer donc à l'autre. Donc l'éligibilité, ce sont toutes les structures à but non lucratif, en particulier, bien entendu, les villes, les municipalités, mais également toutes les structures du type comité de jumelage. Ça peut être autre chose que des comités de jumelage. Je vous rappelle que sur le CERV, vous n'êtes pas obligé d'être jumelé avec une ville pour pouvoir faire un jumelage. Vous pouvez tout à fait décider, par exemple, de tenter un jumelage, et puis peut-être qu'après, ce sera l'occasion de formaliser ou pas ce jumelage. Donc, vous avez cette possibilité-là. Donc, ça concerne les structures à but non lucratif. La durée doit être entre 6 et 12 mois. Alors, quand on dit 6 et 12 mois, on s'est bien compris, bien sûr, il ne s'agit pas d'accueillir vos partenaires pendant 6 mois. Il s'agit d'un projet, et c'est là où on est dans une dimension de projet européen. Quand on parle de projet, on commence un projet à partir du moment, par exemple, où on va faire sa première réunion d'organisation avec ses partenaires. Et là commence le projet. Et il se termine quand on a débriefé et quand on a fait des ateliers peut-être de sensibilisation dans des écoles, etc. Donc, ça peut durer entre 6 et 12 mois. Vous le voyez, le financement, c'est entre 8 et 50 000 euros globalement. Alors, le point délicat, c'est qu'il n'y a pas de préfinancement. C'est la raison pour laquelle il est aussi important d'impliquer les villes, qui pour elles, généralement, c'est moins problématique d'avancer cet argent. Je vous rappelle que lorsque la commission s'engage, elle ne se dédie jamais. Donc, en fait, vous ne pouvez pas perdre de l'argent. Donc, il n'y a pas de difficulté. C'est vrai qu'on vous demande d'avancer cet argent, mais si vous avez eu le nombre de personnes présentes, c'est-à-dire 25 participants internationaux et au minimum, et que vous avez pu faire venir vos partenaires, il n'y a pas de raison pour que vous ne touchiez pas cet argent. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque financier. Le CERV n'est pas un programme sur lequel il y a des risques financiers. Voilà, donc toutes les activités sont quasiment éligibles et vous avez en tout et pour tout un calculateur que vous voyez apparaître ici, qui est extrêmement simple en matière budgétaire. Vous avez le nombre de pays qui sont concernés avec le nombre de villes, vous avez le nombre de participants et au final, vous verrez apparaître la somme que vous allez toucher. Et c'est tout. Donc, cette somme, c'est celle que vous allez toucher. Il n'y a pas de pourcentage. Donc, vous savez précisément, quand vous déposez votre projet, quelle somme vous toucherez si votre projet est sélectionné. Le calendrier donc des appels à projets cette année, il se termine donc le 17 septembre. On va avoir l'occasion de refaire une réunion. On avait fait une réunion déjà pour parler du jumelage de ville quand il est sorti, mais on va refaire une réunion dans laquelle on va parler notamment de l'aspect budgétaire, même si il n'est pas capital, mais c'est plus en termes d'organisation et de montage. Je vois une question paraître, vous pouvez répondre en français. De notre côté, quand vous allez sur notre site, tout est en français. Nous traduisons tous les éléments que nous pouvons traduire. Après, inévitablement, un jour, vous êtes obligé d'aller quand même sur le site de la commission, qui lui est en anglais.
mais on vous met quand même des tutoriels pour vous faciliter les choses et tous l'appel à projet et toutes les informations, on les a traduites et vous les trouvez sur notre site. Vous pouvez déposer en français si vous avez l'occasion. Avec les différentes structures, nous accompagnons les porteurs de projets, nous relisons les dossiers à condition qu'on les ait pas trop de manière trop juste. Et on ne sélectionne pas les dossiers, c'est la commission qui les sélectionne. Donc, ce qui est attendu, et ça c'est un point très important parce que je viens d'avoir une réunion avec la commission, c'est vraiment que dans votre dossier, pour qu'on sache en quoi il est utile de vous financer, que vous puissiez mettre en quoi votre projet va changer quelque chose. Alors, bien sûr, si vous êtes dans une commune de 500 habitants, on ne s'attend pas à ce que vous ayez un impact sur 30 000 personnes. Mais ce qui importe, c'est peut-être dans la vision des personnes qui auront participé au projet ou dans les citoyens qui sont sur votre territoire, quel sera le changement, l'impact de votre projet? Et ça, c'est un point très important. Vous partez de quel point et vous souhaitez arriver à quel point? Donc, vous le voyez, sur l'appel à projet, vous devez… Alors là, j'ai un exemple de projet pour vous donner, donc sur la ville de Vendôme, sur un projet sur le 50e anniversaire du jumelage. Donc, vous voyez quelque chose d'assez classique, hein, parce que vous faites à peu près tous des anniversaires de jumelage, où on avait donc la venue entre le 18 et le 21 mai, donc de 500 personnes qui venaient des pays européens, des différents pays européens, des villes jumelles. Et l'idée, c'était de les sensibiliser aux questions européennes actuelles, donc de leur permettre de réfléchir avec des ateliers, des débats qui étaient animés et avec l'aide notamment de Team Europe et d'autres structures qui pouvaient alimenter. Ça peut être aussi des professeurs d'université qui sont sur votre territoire, ça peut être des élus, voilà, c'est vraiment… donc là, on avait une contribution qui était à hauteur de 30 000 euros, puisqu'ils étaient quand même assez nombreux. Mais vous pouvez très bien avoir un financement plus faible. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps parce que je sais qu'on doit justement, enfin l'idée c'est de vous répondre aussi à vos questions. Merci énormément pour une présentation qui répondait d'ailleurs à pas mal des questions qui ont été posées dans le chat, et un chat bien dynamique, hein. On a même de la mise en réseau, pas mal de réponses qui ont été fournies. Merci notamment à Philippe Tarisson pour les réponses et à quelques-uns des participants du chat. On a eu des questions sur les financements pour les actions extérieures à l'Union européenne, et donc ont été mentionnés notamment les appels à projets du ministère des Affaires étrangères et donc de la DCT-CIV. Et bien entendu les RRMA, les réseaux régionaux multi-acteurs qui peuvent aussi apporter de l'accompagnement. On a eu pas mal de questions liées à la citoyenneté, à comment faire vivre les jumelages sur le territoire. Christine, vous l'avez mentionné, hein, avec ces différents acteurs locaux, et notamment ceux qui sont labellisés par l'Union européenne. Je vous ai mis dans le chat aussi, mais vous le retrouverez dans la FAQ par la suite, la carte avec les différents points de contact et notamment les centres Europe Direct qui peuvent vous rediriger. On a eu une demande de panorama aussi sur les financements européens. Alors malheureusement, comme vous l'avez tous les deux évoqué, bien entendu, les actions, elles sont variées, hein, les thématiques sont larges, il y a plusieurs dispositifs qui sont possibles. Là-dessus, on vous invite bien entendu à aller sur nos différents sites. Pour ce qui nous concerne, sur l'Europe des communes, vous pourrez retrouver des pages ou des webinaires dédiés à plusieurs des thématiques qui ont été évoquées, hein. On pense notamment aux échanges et aux mobilités pour les agents, aux échanges de jeunes avec Erasmus+. On a des actions dédiées qui ont été mises en place là-dessus. Alors parmi les questions qui n'ont pas trouvé réponse, je vois une question en début de webinaire de Pauline A. Comment se passe la sélection ou le choix des communes éligibles à un jumelage? Donc je pense de manière générale, avant même
la question des appels à projets du CERV. Philippe, vous avez peut-être une réponse là-dessus? Mais en fait, oui, j'avais vu la question, donc j'avais préparé une réponse. Effectivement, mais en fait, personne, enfin, les seuls qui décident si la partenaire convient, bah, ce sont les villes jumelées. C'est-à-dire que ben, on recherche. Enfin, c'est un peu comme, il y a certaines plateformes qui font ça, mais en gros, on annonce qu'on recherche un partenaire, on essaye de montrer un profil et puis après on recherche son partenaire via soit des réseaux, soit des. Là, je vous ai mis en référence notre tête de réseau européen a mis en place une plateforme qui s'appelle Matchmaking Platform. Ça peut être par une ville qui est voisine de chez moi à un jumelage avec un pays qui m'intéresse, alors peut-être qu'elle peut m'aider à trouver une partenaire voisine de ma ville partenaire. En fait, c'est complètement libre. En fait, après, chacun choisit, c'est-à-dire chacun se fait ses critères. Moi, je recherche une ville dans tel ou tel pays. Alors, il y en a qui souhaitent qui souhaitent encore ne pas aller trop loin. Si on veut engager un partenariat européen et qu'on ne veut pas aller trop loin, ben, il faut rester chez soi. C'est toujours ce que j'ai dit. Parce que ça, comme je vous ai dit aussi, c'est-à-dire que les villes les régions qui sont proches les unes des autres sont forcément plutôt très occupées, ont déjà beaucoup de contacts qui ont été établis. Mais en fait, c'est libre, chacun choisit. Le mode de recherche, c'est pareil, c'est pas facile. Je pense qu'il faut déjà, à mon avis, quand on recherche une ville partenaire, déjà bien se décrire, faire un petit dossier, pouvoir le faire dans la ville, dans la langue du pays qu'on recherche. Et puis après, ben, prendre son bâton de pèlerin avec nous, la FCCRE, je veux dire, on le fait, mais de manière très occasionnelle. Sur notre site internet, vous avez par exemple 2 annonces de villes italiennes qu'on a reçues récemment, mais on ne va pas plus loin que ça parce que la mise en contact, c'est une histoire de fou. Ça demande une énergie incroyable et ça ne va jamais. C'est-à-dire que moi, j'ai pratiqué ce métier pendant très très longtemps. Quand on arrivait à mettre en contact 2 communes et qui ensuite concrétisaient, c'était vraiment un exploit. Il y avait un déchet incroyable. Donc, le mieux, c'est que les collectivités travaillent de gré à gré. Maintenant, il y a Internet, on peut avoir accès à beaucoup de sites, de sites Internet de collectivités dans tous les pays. Il suffit peut-être à ce moment-là de délimiter une zone géographique, de voir les 2-3 communes qui correspondent à notre population. Ça, c'est un des critères, souvent, la population. Et puis après, voilà, on va dénicher le site internet, l'adresse email, envoyer son petit dossier, et c'est comme ça que je conseille de faire. Il y avait une question sur la Russie. Juste voulais ajouter par rapport à Philippe à ce que tu dis, c'est il existe quand même. Alors nous, entre points de contact, on a un groupe WhatsApp dans lequel vous pouvez également nous écrire. On vous donnera les contacts et pour que vous puissiez faire une demande et nos partenaires, enfin les points de contact des autres pays font passer l'information sur leur site et donc peuvent aussi donc c'est vraiment c'est actif. Il y a également sur le site de la commission Funding and Tenders des recherches de partenaires. Après, alors j'ai vu que par exemple que certains d'entre vous cherchaient des villes italiennes, ce qui devrait être assez facile parce que les Italiens sont toujours très présents partout. Mais sinon, vous avez effectivement, je pense que c'est bien aussi d'y aller par les connaissances parce que on a moins de surprises aussi. Oui, oui, tout à fait. Et puis déjà dire sur le site internet de la ville que nous, on recherche, faire savoir qu'on recherche. Puis aussi ne pas confondre jumelage, partenariat, mise en place d'un partenariat et participation à un programme. C'est-à-dire que participation à un programme, il va y avoir une date butoir et ça, c'est très très mauvais. C'est-à-dire que c'est très très mauvais de se mettre en contact avec un partenaire qu'on ne connaît pas pour monter un projet dans 3 mois, ça, ou dans 2 mois ou dans un mois. Ça, c'est très très mauvais. Il faut prendre son temps, prendre le temps de faire connaissance, pouvoir échanger et ensuite pouvoir voir si on a des affinités justement. Est-ce qu'on est capable chacun de fournir et de montrer que chacun on a un intérêt local à échanger. Il y avait une question sur la Russie que j'ai relevée aussi au début. Qu'est-ce qu'on fait avec les jumelages franco-russes? Ben, effectivement. Alors, je sais que par exemple, notre partenaire de l'Association des villes ukrainiennes, avec laquelle on travaille, a demandé à ce que toutes les collectivités locales européennes, membres du réseau du CCRE, a demandé à ce que s'il y avait des villes qui avaient un jumelage avec la Russie, c'était de le suspendre. Alors après, je ne sais pas s'il faut aller aussi loin,
Mais en tout cas, ce qu'on peut déjà voir, c'est que dans la différence entre la diplomatie d'État et la diplomatie des relations, ou les relations entre villes, c'est que les diplomates d'État, nos diplomates, n'ont pas le choix des interlocuteurs avec lesquels ils doivent parler. Malheureusement, voilà, ils sont là, ils ont été désignés d'une manière ou d'une autre, du plus démocratique au moins démocratique, mais ils sont là. Donc de toute façon, ben voilà, il faut que nos diplomates parlent avec eux. En revanche, un élu, un maire d'une collectivité, un maire d'une ville ou d'un département, lui, il peut choisir ses interlocuteurs. Et il peut choisir ses interlocuteurs en fonction d'un certain nombre de critères. Nous, la FCCRE, et dans le cadre du CCRE, on avait toujours dit, si vous avez un choix à faire, faites le choix démocratique. C'est-à-dire que les échanges ne devraient pouvoir se faire que dans un cadre démocratique où on a des autorités locales qui sont librement désignées par le suffrage de leurs concitoyens, etc., etc. Donc pour la Russie, ben, le problème c'est que la Russie sont été des maires qui ont été élus, mais je ne pense pas qu'ils aient une grande liberté de parole actuellement. Et ça peut jouer. Voilà, c'est un des éléments qui peut jouer. L'outre-mer, il y avait une question sur l'outre-mer. Oui, je n'ai pas cité l'outre-mer, mais effectivement, parce que il y a assez peu, malheureusement, de relations de jumelage entre des collectivités d'outre-mer et le reste de l'Europe. Par contre, ce qui n'empêche pas que les collectivités d'outre-mer sont assez actives dans leur région, hein, dans leur région, aux Caraïbes, aux océan Indien, elles sont assez actives avec leurs voisins. Et donc là, on rentre plutôt dans le cadre, effectivement, plutôt des jumelages extra-européens, pour lesquels je vous ai donné quelques références. Et c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de contacts. Et puis pour les nouveaux jumelages, oui, donc j'ai donné la petite référence à la plateforme. Sachez qu'effectivement, ce que je dirais, c'est que même s'il y a des outils qui existent, des plateformes, etc., c'est toujours compliqué. On a du mal à faire appel à des tiers. Je dis pas que c'est pas forcément non efficace, mais c'est souvent un coup de peau. Donc autant mettre toutes les chances de son côté, et quitte à, quand on est une commune et qu'on lance l'idée du jumelage, ben on procède étape par étape, on se fait son petit dossier pour bien se présenter, on met en place un petit groupe de travail qui va aller chercher, identifier des zones de prise de contact. De manière à ne pas se brider, mais essayer de voir, d'identifier dans plusieurs régions, 2-3 villes comme ça qui n'ont pas encore de jumelage avec la France, et pouvoir les contacter. Et puis bon, on aura beaucoup de déchets, mais en tout cas, il faudra prendre son temps et remettre souvent l'ouvrage sur le métier. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, je vous propose de finir avec 2 toutes petites questions pour toutes les collectivités qui seront extrêmement motivées à se lancer dès à présent sur un projet de jumelage. On avait des questions très opérationnelles, donc qui seront assez rapides concernant le programme CERV. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y a une possibilité de démarrer les projets avant la décision d'attribution de la subvention? Je pense que la réponse sera rapide. Oui, la réponse est non, effectivement. Il faut commencer une fois que vous avez signé votre grand agreement, c'est-à-dire là, par exemple, en septembre, vous allez déposer le 17 septembre. Vous aurez une réponse en mois de janvier-février. Vous signerez votre convention, donc janvier-février 2026. Vous aurez une réponse et ensuite vous signerez une convention sur le mois de mars-avril. Donc, ça veut dire que le projet ne peut pas débuter avant le mois de juin 2026. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre son temps quand même, hein, vous voyez, pour avoir une information. Mais pour ça, bon, vous aurez de toute façon aussi toutes les informations sur le site par rapport à ça. Ça laisse le temps aux personnes intéressées de commencer à se renseigner pour pouvoir candidater sur les prochains appels. Pour ces personnes qui souhaitent en savoir plus, je vous rappelle, on vous mettra sur notre site toutes les ressources que nous avons présentées ainsi que le replay. Vous pourrez nous rejoindre via les contacts qui ont été inscrits sur le webinaire et que vous voyez s'afficher dès à présent. Et merci énormément à nos 2 intervenants pour ces riches présentations et à tous les participants pour les riches discussions dans le chat. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Merci beaucoup.
bientôt.